Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire du programme EVE sur le sujet de la logistique urbaine qui portera sur les enjeux, les pratiques et les démarches structurantes. Alors, vous êtes aujourd'hui 240 inscrits et voilà, bienvenue à tous à ce webinaire. Donc, je m'appelle Marlène Fine, je suis référente au sein du programme EVE, notamment sur le dispositif FRED 21. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec mon collègue Antoine Thomas, que vous avez déjà vu dans plusieurs webinaires, qui est chargé de mission transport au sein du programme EVE. Et nous allons accueillir sur scène, et ils sont d'ailleurs déjà là, des experts de la logistique urbaine, puisqu'on a le plaisir d'avoir Marie Pouponneau, qui a travaillé sur la thématique de la qualité de l'air à l'ADEME depuis 10 ans et qui a intégré le service transport et mobilité de l'ADEME depuis quelques mois. On devait avoir également Hélène de Solaire, mais qui n'a pas pu se rejoindre à nous aujourd'hui en dernière minute, malheureusement. Elle est chef de projet logistique urbaine au CEREMA et elle est pilote du déploiement du programme Interlude pour le CEREMA. Mais nous avons également Jean-André Lasserre, qui lui est directeur de programme au sein de Logistique Low Carbone et qui prendra la parole au nom d'Hélène, puisqu'ils travaillent ensemble sur ce programme Interlude. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Antoine, Marlène m'a présenté. Donc avant de vous présenter le sommaire, quelques précisions techniques pour suivre ce webinaire. Si justement vous avez un souci technique durant le webinaire, vous pouvez sélectionner le bouton aide. Vous avez le support de conférence qui est disponible aussi en téléchargement pendant le webinaire en cliquant sur la flèche nuage que vous voyez sur l'écran. Si vous devez quitter de toute urgence le webinaire, pas de panique, hein, ce webinaire sera, vous pourrez le visionner en replay à partir de demain. Vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions dans la rubrique questions qui est en haut à droite de l'écran. Vous pouvez même voter pour l'ordre des questions que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez qu'il y ait des réponses de la part des intervenants. Et enfin, on vous remercie aussi de répondre en fin de webinaire au sondage que nous proposons afin de nous améliorer. Alors, au sommaire de ce webinaire aujourd'hui, on va revenir donc sur le contexte de la logistique urbaine et Marie Pouponneau donc, vous présentera notamment les principaux enjeux de la logistique urbaine. Ensuite, nous vous proposerons de zoomer sur des exemples de pratiques de la part d'acteurs, de différents acteurs sur le sujet. Puis enfin, Jean-André Lasserre vous présentera le programme Interlude, qui est notamment une démarche structurante en matière de logistique urbaine. Donc, Marie Pouponneau, je vous laisse la parole. Merci Antoine. Donc, j'ai la lourde responsabilité d'introduire les propos sur la logistique urbaine pour bien mettre en évidence les enjeux et donc voir ensuite effectivement ce qu'il est possible de faire. Alors, je vous propose de commencer par une définition. Je vous propose celle du CRETLOG. La logistique urbaine est une discipline qui vise à acheminer les flux de marchandises à destination ou en provenance d'un environnement urbanisé dans les meilleures conditions. Une autre définition est communément admise, c'est celle de Daniel Patier qui nous dit « La logistique urbaine est l'art d'acheminer dans les meilleures conditions les flux de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville ». Donc, on voit au travers de ces deux définitions qu'il va être question de transport, de marchandises, de milieu urbain, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que derrière, il y a d'autres concepts qui se cachent. La question du conditionnement, de la gestion des flux, de leur retour, les emballages. Bref, on a beaucoup de sujets sous un seul terme, la logistique urbaine. Et donc, on a un écosystème qui va être contraint, multi-acteurs, et ce que je vais vous montrer à travers ma présentation et de voir comment il est nécessaire d'adapter la logistique à la ville, mais aussi d'adapter la ville à la logistique. Donc, à travers la définition, on a vu que notre écosystème, il était urbain. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent qu'en France, la population se concentre dans des aires urbaines et l'aire d'attraction d'une ville définit l'étendue de son influence sur les communes environnantes. Alors, à titre d'illustration, on voit qu'entre 2007 et 2017, la population a augmenté nettement dans les aires d'attraction de 700 000 habitants ou plus. Et on arrive aujourd'hui à un écosystème où l'espace se fait rare et cher.
Donc, la livraison du dernier kilomètre, c'est d'ailleurs la partie la plus coûteuse dans cette chaîne du transport. Alors, pour compléter ce panorama, cet écosystème de la logistique urbaine, je vais aborder la question de la multiplicité. On a effectivement des marchandises qui sont très variées lorsque l'on parle de logistique urbaine. Il peut s'agir de produits frais, de médicaments, de déchets, mais aussi tout ce qui concerne les achats en ligne. On voit avec les derniers chiffres de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, qu'il y a eu un bond dans les ventes en ligne. Aujourd'hui, 13% des produits sont achetés sur Internet contre à peine 10% en 2019. Donc, on avait une tendance qui était à la hausse depuis plusieurs années. L'épidémie, la crise sanitaire ont accentué cette accélération. Et du coup, cette variété de produits va entraîner une variété de contenants. On va avoir des cartons, des palettes, des caisses, des fûts. Et tout ça, il faut les transporter. Donc, on a aussi des modalités très variées dans la livraison, tant en termes de type de véhicules qui vont procéder à ces livraisons, que en termes d'infrastructures dédiées. Il peut s'agir d'espaces logistiques ou uniquement d'une aire de livraison ou encore de consignes automatiques. Et puis au centre, j'ai mis nos clients qui sont variés. On va avoir du B2B, c'est-à-dire des entreprises qui entre elles vont faire des transactions. On va avoir du B2C, l'entreprise qui va être en contact direct avec le particulier, et puis ce qui s'est développé plus récemment, du C2C, ou en tous les cas qui est de plus en plus visible, c'est-à-dire que les particuliers vont entre eux faire des transactions. Alors cet écosystème avec toutes ces multiplicités de formes et d'usages vont aussi entraîner une multiplicité d'accueil, d'acteurs et on va aussi avoir un enjeu sur l'économie. En effet, on voit qu'il y a des études qui montrent que une ville qui a 20 000 emplois reçoit environ 20 000 livraisons et enlèvements par semaine. Donc ça, c'est le résultat de plusieurs enquêtes transport et mobilité. Et se rajoute à ceci un défi social qui est que, assez paradoxalement, la société est en quête de proximité. Je vous ai mis ici un extrait d'un article des Échos qui montre cela en disant que tous ces besoins de proximité, que ce soit la vente directe producteur-consommateur ou encore de l'aide entre voisins, entraînent et génèrent de nouveaux besoins logistiques. Alors, sur les enjeux de la logistique urbaine, on a différentes catégories, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux fonctionnels, des enjeux urbanistiques, puisque comme je l'ai dit au départ, il faut être en mesure d'adapter la ville à ses besoins de logistique, et des enjeux environnementaux. Alors, je ne brosse absolument pas tout le panorama des enjeux, je me concentre sur deux indicateurs, les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, sachant que c'est là que uniquement par le prisme transport, donc on est loin de voir tous les enjeux. D'un point de vue gaz à effet de serre, le graphique que vous avez sur votre gauche présente les émissions totales liées au trafic routier d'émissions de CO2. Et vous pouvez voir que les véhicules utilitaires légers et les poids lourds ont une part de responsabilité dans ces émissions, respectivement 23% pour les véhicules utilitaires légers, 20% pour les véhicules utilitaires légers et 20% pour les poids lourds. Et de l'autre côté, à droite, je vous ai mis, alors c'est l'exemple du Grand Nancy, mais les chiffres peuvent être comparés à d'autres milieux urbains. On retrouve à peu près les mêmes tendances. Et là aussi, on regarde uniquement les émissions liées au transport routier. Et on voit que pour les particules PM10, les VUL sont responsables de 17% de ces émissions de particules liées au trafic routier, les poids lourds 23%. Et pour les oxydes d'azote, les NOx, les VUL sont responsables de 28% de ces émissions et les poids lourds de 17% de ces émissions. Donc, on voit qu'il y a effectivement des enjeux environnementaux
Je n'ai pas abordé le sujet de la congestion, mais on a aussi ce phénomène lié à la logistique urbaine de cadre de vie. Alors, en réponse à ça, il y a différentes possibilités. Je fais un petit zoom sur les zones à faible émission mobilité, puisque c'est un des sujets qui est d'actualité. Donc, les zones à faible émission, c'est un dispositif qui vise à améliorer la qualité de l'air en limitant la circulation des véhicules les plus polluants. Et quand on dit polluant, ici, on adresse uniquement la question de la qualité de l'air. Dans un premier temps, on adresse uniquement la question de la qualité de l'air. Donc, on regarde les émissions des particules PM10 et les émissions d'oxyde d'azote. Donc, au final, on peut se poser la question, mais au final, c'est quoi un véhicule polluant? Et donc, il y a une nomenclature, c'est l'image que j'ai mise sur la gauche, qui dit pour chaque catégorie de véhicules, ici, vous avez celle des véhicules utilitaires légers, en fonction de l'âge du véhicule, et donc c'est les normes Euro, le critère plus ou moins polluant du véhicule. Donc, les véhicules étant les plus anciens, n'ayant pas de vignette, et ensuite on remonte, donc ça s'appelle les certificats qualité de l'air ou vignettes critères. Donc, les collectivités ont à disposition cet outil qui va permettre de dire sur mon territoire ne circuleront que les véhicules qui sont éligibles aux vignettes, par exemple critère 3, critère 2, voire critère 1, mais on n'en est pas encore rendu à cette étape. Sur le graphique du milieu, j'ai pris des données du SDES qui, pour certaines agglomérations en France, indique la répartition au sein de cette classification des vignettes pour les différentes catégories de véhicules. Et vous avez ici celle pour les véhicules utilitaires légers sur la région d'Aix-Marseille-Provence. Et le dernier diagramme est pour l'image à France entière. Donc, on voit très bien, par cette illustration des véhicules utilitaires légers, qu'il y a un enjeu sur, effectivement, un bon quart de ces véhicules qui, potentiellement, pourraient être interdits de circulation. Alors, aujourd'hui, les zones à faible émission qui sont actives, ce sont celles de la métropole de Lyon, qui touchent une partie du territoire de la métropole de Lyon, celles de Grenoble-Alpes Métropole, de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Et la loi d'orientation des mobilités va imposer à d'autres territoires de mettre en œuvre d'ici en 2021 des zones à faible émission mobilité. Il s'agit de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celle de Nice-Côte d'Azur, de Toulon-Provence-Méditerranée, Toulouse Métropole, la Montpellier Méditerranée Métropole, l'Eurométropole de Strasbourg et la métropole Rouen-Normandie. Sachant que le projet de loi climat et résilience, qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale, entend rendre obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants ce dispositif. Et qui touchera à la fois les véhicules particuliers, mais aussi les véhicules utilitaires légers. Je n'ai pas évoqué les acteurs qui sont concernés par la logistique urbaine. Ce sera abordé notamment par Jean-André Lasserre. Sachez qu'il y a toute une multiplicité d'acteurs qui vont du particulier, comme je l'ai dit, jusqu'aux professionnels du transport, aux acteurs économiques, mais aussi les institutions. Voilà, j'espère que j'ai réussi à brosser ce panorama des enjeux, du contexte, et vous allez pouvoir voir maintenant, face à tous ces défis, quelles actions peuvent être mises en place. Merci Marie. En tout cas, vous avez relevé le défi de faire en 10 minutes, traiter le sujet en 10 minutes, donc bravo. Et effectivement, c'était très complet. Donc, cette deuxième partie, effectivement, elle va porter sur des exemples de pratiques. On les a piochés parmi à la fois des actions qui étaient menées par les entreprises qui sont peut-être pour partie déjà engagées dans le programme EVE. Et on a, on vous propose un panorama de pratiques sur le thème des véhicules à faible émission, des espaces de logistique urbain, livraison en horaire décalé, optimisation des aires de livraison. On parlera aussi de mutualisation des aires de livraison et puis de comment on peut réguler en particulier la logistique événementielle. Donc, on a pioché, disons qu'on a identifié ces 6 exemples-là, mais évidemment, comme Marie l'a évoqué au début, la logistique urbaine, elle est multiforme, il y a une multiplicité d'acteurs et de contextes, donc il n'y a pas de solution unique. Donc, ne retenez pas que ces exemples, c'est la voie à suivre. Inspirez-vous-en peut-être pour avoir de nouvelles idées, mais il n'y a pas de logistique urbaine unique et pas de solution unique.
Pour commencer sur le premier exemple, on vous mentionne une initiative qui est menée en fait actuellement par Chronopost, qui est une filiale de DPD Group qui est spécialiste des livraisons express. Et qui s'appuie donc sur un réseau sur tout le territoire d'une centaine d'agences qui sont réparties sur tout le territoire. Il se trouve que Chronopost travaille depuis une quinzaine d'années sur ces sujets de logistique du dernier kilomètre et a mené plusieurs expérimentations, ce qui leur a permis de définir, suite à ce retour d'expérience, une ambition, on peut dire quand même assez forte en la matière. Puisqu'aujourd'hui, Chronopost vise la livraison de 67 villes d'ici, alors je dis aujourd'hui, mais plus précisément d'ici fin 2022, l'entreprise s'est fixé comme objectif de livrer 67 villes en zéro diesel, ce qui représentera du coup à cette date-là 1200 véhicules de livraison. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les trophées EVE 2020, il se trouve que Chronopost avait été primé pour la mise en œuvre de ce projet-là dans la ville de Paris, donc lors des trophées EVE d'octobre 2020. En tout cas, actuellement, Chronopost a déployé ce projet dans 17 villes en France. Et en fait, cette initiative, elle a clairement été motivée par la mise en place des zones à faible émission, dont Marie vient de parler. Et le retour d'expérience aussi, c'est qu'elle a été clairement rendue possible par l'implication de la direction de l'entreprise, qui a d'ailleurs débloqué une enveloppe de 55 millions d'euros, budget qui était nécessaire à la fois pour l'installation de 900 bornes de recharge électrique, mais aussi pour l'aménagement ou l'acquisition de nouveaux sites qui étaient en particulier plus proches des centres-villes. Donc sur les 70 000 colis qui sont livrés chaque jour par Chronopost aujourd'hui en zéro diesel, 80% des véhicules sont des véhicules électriques, 15% sont des véhicules gaz, et il y a 5% également de vélos cargo. Alors, un des incontournables de ce type de projet qui nous a été partagé, c'était donc évidemment, comme j'ai déjà évoqué, de prévoir des infrastructures qui sont donc adaptées aux motorisations faible émission. Donc, du point de vue des bornes de recharge et, comme je l'ai dit également, aussi au niveau de la localisation des sites. Et dans ce cadre-là, Chronopost a défini un nouveau concept de site qu'ils appellent donc les ChronoCity, qui sont de plus petite taille par rapport à leurs sites existants et qui sont aussi évidemment équipés de bornes de recharge et dans lesquelles ils ont mis en place des initiatives aussi exemplaires d'un point de vue environnemental. On peut aussi dire que ce projet il a été rendu possible parce que Chronopost a pu faire bénéficier à ses prestataires de conditions économiques avantageuses sur certains véhicules électriques. Donc ça, c'était aussi un facteur déterminant pour la réussite du projet. Et il a été aussi décisif pour eux d'accompagner leurs prestataires de transport pour les sensibiliser à ces enjeux de logistique faible émission et les convaincre d'adopter de nouvelles pratiques. Donc, si on regarde le projet donc, en matière de bilan environnemental, ce qui a été mesuré par Chronopost, c'est une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80%, soit 2000 tonnes de CO2, de gaz à effet de serre économisées par an. Et évidemment, associé à ça, une réduction massive des émissions de polluants et des nuisances sonores. Donc, voilà pour ce premier exemple. Ensuite, on vous propose de présenter un autre exemple qui porte sur une initiative menée par U-Logistique, qui est une entité du groupement U qui est dédiée à la logistique. Et je trouve que U-Logistique est engagé aujourd'hui dans le dispositif RED 21 du programme EVE. Alors, U-Logistique, leur défi, c'est de livrer quotidiennement 1500 points de vente. Ils ont identifié du coup dans ce cadre-là, et un peu comme Chronopost, l'enjeu de la logistique urbaine il y a quelques années. Ils ont travaillé le sujet notamment avec une association qui s'appelle Écologie Logistique. Et suite à quoi, ils ont défini une stratégie nationale pour s'adapter à ces nouvelles contraintes de livraison en ville, donc notamment les zones à faible émission, encore une fois. Dont on a parlé tout à l'heure. Et eux, leur approche, c'est de se dire que toutes les villes donc, de plus de 150 000 habitants, dans toutes ces villes-là, ils vont adapter leur schéma de livraison d'ici la fin 2022.
Alors, ça a déjà été, enfin, c'est déjà opérationnel pour deux villes. Alors, la ville de Paris, avec via la plateforme de livraison urbaine qui est à Alfortville dans le 94. Et ils ont également ouvert une plateforme à Nice la même année, là en 2020. Elle est un petit peu plus récente que celle d'Alfortville. Et en particulier, on voulait zoomer aujourd'hui sur la plateforme de distribution urbaine d'Alfortville pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est une plateforme multitempérature de 4500 m² qui est exploitée par le transporteur Perreno et qui est mutualisée avec La Vie Claire, Casino et Darty. Donc, au départ de cette plateforme, U-Logistique livre 34 magasins en ambiant et en surgelé. Ils ont 1500 m² qui est dédié à leur activité. Et au départ de cette plateforme, il y a 6 porteurs gaz qui assurent les livraisons pour les 4 chargeurs qui sont présents sur le site. Donc, quels sont les facteurs clés de succès là, de ce projet spécifiquement ? Parmi les problématiques et les difficultés rencontrées, évidemment, il y a la problématique du foncier que Marie Pouponneau a déjà évoquée en amont. Une des manières de pallier ce problème, c'était justement de partir sur une plateforme qui est mutualisée et non dédiée. Donc, ça coule un peu de source, mais c'est quand même une des solutions de pallier à ce déficit de disponibilité du foncier. Et le fait d'avoir une plateforme qui est mutualisée, évidemment, ça permet également de mutualiser les véhicules alternatifs au diesel et donc de rendre le modèle un peu plus faisable économiquement. Et pour cela, du coup, il y a quand même la problématique de travailler sur le partage des plages d'utilisation des moyens, qui est peut-être parfois plus facile à dire qu'à faire. Le deuxième enjeu qui est d'ailleurs très lié du coup à celui du foncier, c'est la localisation de la plateforme. Et ça, c'est une problématique qu'on va peut-être retrouver dans plusieurs cas de figure comparables. Mais l'idée, c'est à la fois de choisir un lieu qui soit, de tenir compte, par rapport à la ville concernée des zones de congestion et évidemment également des flux qui viennent en amont de ce dernier kilomètre. Donc, c'est une équation qui est parfois difficile à résoudre. Mais c'est en tout cas ce qui a été abordé pour ce site d'Alfortville. Un autre enjeu incontournable, c'est que la solution logistique, elle soit adaptée aux magasins qui sont concernés. Et ça, c'est peut-être une problématique qu'on n'a pas forcément en tête tout de suite. Mais du coup, pour que le projet il soit du groupement U, il faut évidemment garantir que le taux de service des livraisons ne soit pas impacté et encore mieux qu'on arrive à offrir plus de flexibilité en termes de fréquence de livraison. Et c'est le cas, en tout cas, sur ce site d'Alfortville. Je vois que je dérape un peu déjà sur le timing, donc je ne vais peut-être pas tout mentionner, mais en tout cas pour finir sur cet exemple, sur son bilan environnemental, ce qui a été mesuré par U-Logistique, c'est une réduction des distances à vide de plus de 300 000 km, donc c'est quand même pas neutre, rien que sur cette plateforme de distribution urbaine d'Alfortville. Et je ne l'ai peut-être pas trop mentionné, mais 80% des livraisons sont effectuées en moyen gaz. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que j'ai pris beaucoup de temps. Un autre exemple sur les livraisons en horaire décalé, qui a été expérimenté notamment par le Club Déméter. C'est un club qui regroupe des acteurs de la chaîne logistique dont l'objectif est de développer des pratiques de logistique durable à travers l'expérimentation. Voilà, pour ceux qui ne les connaissent pas, l'ADN du club, c'est vraiment d'expérimenter des projets et ensuite de les déployer. Le club a été créé en 2002 et ils ont expérimenté 85 pilotes sur différentes thématiques. Ils travaillent beaucoup sur la logistique urbaine durable, mais aussi sur d'autres sujets comme la santé, sécurité ou les emballages. Sur le sujet de la logistique urbaine et la livraison des derniers kilomètres, le club a réalisé plusieurs pilotes qui ont permis du coup de tester la philosophie qui est de dire que du coup en livrant soit plus tôt le matin ou plus tard le soir, on arrive à éviter la congestion et donc à réduire les nuisances dans la ville et à réduire l'empreinte carbone et les émissions de polluants. Donc les premiers pilotes, ils ont été réalisés à Paris en 2010, il y en a eu à Lyon en 2014 sur 8 points de vente, à Bordeaux en 2017 et le plus récent, il a été mené à Strasbourg en 2019 sur des flux de livraison magasins en frais qui sont opérés par la société de transport Transalliance et c'était pour le compte de Monoprix et de Naturalia.
Et l'expérimentation, du coup, a consisté à livrer à 6 heures du matin avec un porteur 26 tonnes gaz, alors que préalablement, les magasins étaient livrés à 7 heures en porteur diesel. Et du coup, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ça permet quand même de démontrer que dans certains cas, livrer avec un gabarit de véhicule plus important permet de réduire les nuisances, et ce qui est un peu contre-intuitif dans ce qu'on peut entendre sur le sujet du dernier kilomètre. Donc, quels résultats ont été constatés? Une organisation plus favorable du point de vue des gaz à effet de serre, une réduction de 10% sur le test qui a été mené des émissions de CO2 associées, une réduction des émissions de polluants de 60%, et évidemment une réduction des nuisances sonores. Voilà, j'ai fait un peu vite, je suis désolée, mais je me soucie du timing. Je te donne la parole, Antoine, pour la suite. Oui, merci. Une autre action que je vais vous présenter. Donc, cette action montre comment un transporteur s'appuie sur Urbi, qui est une filiale du groupe La Poste, spécialisée dans la logistique urbaine, pour optimiser ses livraisons dans Marseille et à la fois réduire ses contraintes de livraison et son impact environnemental. Donc, Urbi est implanté dans une vingtaine de villes en France et propose des solutions de livraison et de stockage aux professionnels, que ce soit des transporteurs, des commerçants, des artisans ou des collectivités, et aussi aux particuliers. Donc, il s'agit d'optimiser la livraison du dernier kilomètre en concentrant les marchandises depuis des espaces logistiques en ville et en mutualisant aussi les livraisons avec des véhicules à faible émission et même des vélos cargo pour les plus petits colis. Urbi prend en charge tout type de colis, quel que soit le poids. Alors, par exemple, les entreprises qui, de par leur activité, ont des tournées de livraison en propre, qu'elles souhaiteraient externaliser, peuvent s'adresser à Urbi. Pour les commerçants du centre-ville, Urbi apporte des solutions de collecte, comme la collecte d'emballage carton, plusieurs fois par semaine. Ou encore pour les artisans, où il est aujourd'hui de plus en plus difficile et compliqué de stationner en hypercentre, Urbi leur propose de stocker et de livrer les matériaux directement sur les chantiers, les dégageant ainsi de la logistique qui n'est pas leur cœur de métier. Alors, si je reviens à notre exemple, l'exemple qui est présenté sur la slide ici, le transporteur, plutôt que de livrer directement 30 points de livraison avec plusieurs véhicules, une semi, un porteur 19 tonnes et un bulle, pour accéder à certains points de livraison, il va centraliser ses livraisons avec un seul véhicule, la semi, dans laquelle il augmente le taux de chargement, vers un entrepôt logistique d'Urbi situé à proximité de la gare d'Arenc à Marseille. Donc, depuis cette plateforme, Urbi transporte ensuite les marchandises de différents transporteurs, en mutualisant, vers les points de livraison finaux, toujours en privilégiant des moyens de transport moins émetteurs. Donc, cette forme de logistique urbaine permet de limiter le nombre de camions en centre-ville, le nombre de véhicules, en massifiant donc les flux et donc de réduire aussi, par la même occasion, les nuisances associées en termes de congestion, de gaz à effet de serre ou de pollution atmosphérique et sonore. Donc, je vais vous présenter maintenant un autre exemple. Alors, les villes aussi s'emparent du sujet de la logistique urbaine, des grandes villes, mais aussi des villes moins grandes, comme Cannes, qui est une ville moyenne qui compte 76 000 habitants, mais qui compte aussi un nombre de commerces et de mouvements de marchandises équivalent à une ville de 150 000 habitants, mais du coup sur un territoire plus petit. Donc, la forte activité du centre-ville engendre de nombreuses livraisons. On le voit là sur les graphiques à gauche, environ 3800 livraisons par jour, soit 40% des livraisons de la commune sur seulement 5% de la superficie de la ville. Les 2 tiers des livraisons sont effectuées en véhicules utilitaires légers et un tiers en poids lourd. Alors, parmi les sujets dont s'est occupée la ville de Cannes, il y a les aires de livraison notamment. Donc, une cartographie des aires de livraison existantes a été réalisée sur l'ensemble du centre-ville. Le constat est qu'il y a suffisamment d'aires de livraison. On le voit sur le graphique de droite. Mais ces aires sont souvent occupées indûment et non disponibles pour les véhicules de livraison qui stationnent en pleine voie pour livrer, ce qui gêne la circulation. Donc, afin de mieux contrôler le stationnement en voirie, la ville a choisi une solution assez innovante en installant des capteurs sur les aires de livraison. Ces capteurs détectent les véhicules présents sur le stationnement et indiquent, par clignotement d'une LED,
Donc, c'est la slide d'après que j'avais oublié de vous proposer. Donc, des capteurs avec des LED qui indiquent donc le temps de fonctionnement, le temps d'occupation pardon de ces aires, et l'ensemble des données sont transmises à un outil de supervision et donc renvoie des informations. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'après installation de ces capteurs, donc 398 capteurs installés sur 168 aires de livraison, c'est que 50% des véhicules étaient stationnés plus de 30 minutes, dont 13% plus d'une heure, soit des temps bien supérieurs au temps de livraison habituel. Donc, ces capteurs permettent aussi d'identifier, en fonction du nombre de rotations sur les aires et du temps de stationnement, les secteurs où les aires doivent être réservées à la livraison et les secteurs où peut-être elles peuvent être mutualisées, c'est-à-dire dédiées à la livraison ou au stationnement selon les créneaux horaires. À terme, ces capteurs sont aussi censés faciliter l'intervention de la police municipale pour mieux contrôler et sanctionner les abus, avec en complément des capteurs, la mise en place d'une réglementation limitant à 30 minutes la durée maximale de stationnement sur les aires de livraison et d'une signalétique dédiée afin d'améliorer la lisibilité des règles d'utilisation de ces aires de livraison. Donc la première phase de déploiement pour cette partie est prévue en septembre 2021. Donc les résultats de cette action doivent être évalués en termes d'impact sur l'occupation de la voirie et sur la circulation en ville. Alors la seconde action mise en œuvre à Cannes que je vais vous présenter concerne la régulation de la logistique événementielle. Il faut savoir que Cannes est la deuxième ville de France pour l'accueil des salons professionnels après Paris. Cela génère des flux importants de camions aux abords du Palais des Festivals et des Congrès, qui est situé dans l'hypercentre de Cannes, et ça crée donc des nuisances comme notamment l'encombrement de la voirie, avec il y a quelques années donc une fermeture de la Croisette plusieurs jours par an, environ 60 jours par an de fermeture liée à cette logistique. Donc le Palais a pris un certain nombre de mesures afin de mieux réguler les flux vers le Palais et limiter le nombre de camions en même temps qui étaient stationnés aux abords du Palais pour livrer et reprendre des marchandises. Donc parmi les mesures, il y a notamment la mise en place de 2 parkings de rétention sur des espaces publics confiés par la mairie. Donc on les voit sur la carte de gauche en A1 et en A2. Donc tous les camions qui veulent aller livrer le Palais doivent s'enregistrer d'abord dans un de ces parkings en fonction de leur poids, plus ou moins de 3,5 tonnes. Et ils peuvent livrer le Palais qu'une fois qu'on a vérifié leurs marchandises et qu'une équipe et un quai de déchargement sont disponibles au Palais pour les décharger. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est que tout est centralisé. Le Palais pilote l'ensemble des flux avec une planification rigoureuse des allées et retours des véhicules de livraison. En parallèle, d'autres mesures ont été mises en place, comme le travail de nuit en dehors des heures de pointe et des journées de pré-montage pour alléger les montages des stands. Donc, toutes ces mesures ont permis d'améliorer la situation, comme en témoigne la réduction très importante du nombre de jours de fermeture de la Croisette, qui a été divisé par 10. Donc, fort de son succès, cette démarche de régulation va être étendue à partir de cette année aux événements annexes des salons professionnels qui sont accueillis sur les plages privées de la Croisette et qui génèrent également des nuisances sur la circulation. Donc, sur le même principe que pour le Palais, une procédure a été mise en place avec les organisateurs utilisant le même dispositif de parking de rétention. Donc, pour conclure, la réussite de cette démarche de logistique urbaine de la ville de Cannes tient beaucoup au fait d'avoir réussi à mettre autour de la table les différents acteurs et à rapprocher les points de vue. Et la ville souhaite d'ailleurs aller plus loin avec l'élaboration d'une charte de logistique urbaine durable et l'implantation d'espaces logistiques de proximité. Voilà, donc je donne la parole maintenant à Jean-André Lasserre pour vous présenter le programme Interlude. Bonjour, merci Antoine. C'est une bonne manière d'introduire la présentation du programme Interlude, puisqu'effectivement, il y a bien un projet d'élaboration de chartes logistiques urbaines durables dans cette PCI comme dans d'autres. Et tel est au fond tout le sens de la démarche que nous portons via ce programme qui, en toutes lettres, veut dire innovation territoriale et logistique urbaine. Et vous pouvez voir par qui il est porté, aussi bien par l'ADEME, le méthodologue, que par Roseau dans une fonction support, que le CEREMA dans la relation
avec les collectivités territoriales. Et puis, Logistique Low Carbone, qui est une filiale de la Confédération du commerce de gros et international, autrement dit les grossistes, et qui donc, elle, est chargée du lien avec l'ensemble des acteurs économiques concernés par le dernier kilomètre. Merci pour cette initiative et pour cette invitation, parce que, comme vous allez pouvoir le voir, dans ce survol très rapide de présentation du programme, mais il y aura les coordonnées de vos contacts sur le terrain, il y a des complémentarités très fortes, des continuités très fortes entre le programme EVE et celui d'Interlude. Alors, peut-être deux éléments. Je vais commencer par revenir un peu sur la démarche qui sous-tend le programme Interlude, et puis d'autre part, me centrer sur l'accompagnement qui est proposé aux acteurs économiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, il y a de cela quelques années, l'élaboration d'une stratégie logistique qui a été portée par le gouvernement. Cette stratégie nationale a été publiée en 2016. Elle s'intitulait France Logistique 2025, dans laquelle il y avait un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il y avait l'idée d'appréhender le maillon que constitue la logistique urbaine durable. Le mot durable est important, avec quelques mots-clés ou quelques principes qui en sous-tendaient l'ambition. Pas de logistique urbaine durable sans une concertation des acteurs impliqués, parmi lesquels les acteurs économiques et leurs représentants. Leurs représentants, ça veut dire les organisations professionnelles, les associations locales, nationales, régionales, concernées par le dernier kilomètre. Le deuxième mot-clé, deuxième principe, c'est l'idée qu'il y a bien des échelles plus ou moins adaptées. Et l'idée centrale, l'hypothèse centrale, c'est que la bonne échelle, c'est peut-être celle qui privilégie les métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes, ce qu'on appelle les EPCI. Autrement dit, on passe de la commune à l'EPCI. Et puis, le troisième élément qui paraissait important dans cette stratégie, c'est qu'il fallait qu'elle puisse, cette concertation, sur ce bon périmètre, eh bien, qu'elle puisse reposer sur un plan d'action avec des résultats extrêmement précis. Bien évidemment, comme nous sommes dans une stratégie portée par un gouvernement, il n'était pas question de s'immiscer dans ce qui relève de la compétence des collectivités territoriales et des EPCI en particulier, mais de proposer à la fois une méthode, des outils. Alors la méthode, eh bien, elle repose sur quelques objectifs. Les objectifs, c'est la diffusion des bonnes pratiques au sein des collectivités, ou comment homogénéiser par le haut, tout en prenant en compte les caractéristiques locales. C'était, parce qu'on parle de logistique urbaine durable, introduire des engagements tels que la réduction des impacts sur l'environnement, la pollution de l'air, le bruit, apaiser les centres-villes, améliorer l'efficacité du transport de marchandises en ville, mais également, car la logistique, il faut l'appréhender pas simplement de façon défensive, mais de façon positive. C'est aussi travailler sur l'attractivité du territoire, sa compétitivité, sur la création d'emplois. Et les exemples qui ont été cités auparavant par Antoine montrent qu'il y a bien aussi ce qu'on appelle des logistiques de projet qui vont permettre de revitaliser un centre-ville, une logistique estivalière, festivalière, et que sais-je encore, qui sont partie prenante de la démarche. Alors, des objectifs ont été proposés, mais également une méthode qui repose sur 3 temps. Le premier temps, c'est le diagnostic. Si on veut bâtir une bonne politique de logistique urbaine durable, il faut un diagnostic partagé, acteurs économiques et collectivités, une concertation. J'ai déjà eu l'occasion d'insister là-dessus largement. Et puis, le tout doit se traduire par un plan d'action mesurable avec une évaluation. Et ce plan d'action se décline dans une charte une charte d'engagement volontaire entre la collectivité et les acteurs économiques. Et comme dans une démarche comme celle-là, qui est purement volontaire, puisque c'est à la collectivité de s'engager, eh bien, le point de départ a été d'expérimenter avec quelques collectivités en 2017 pour voir un petit peu comment cela pouvait se mettre en œuvre, pour ensuite, eh bien, passer au stade du déploiement plus général. Et c'est donc le programme Interlude, dont le but central, c'est de favoriser l'élaboration de ces chartes de logistique urbaine durable dans le plus de PCI possible à partir de 2020. Et pour pouvoir y parvenir, eh bien,
pour aller jusqu'au bout de cette démarche collaborative, participative, qui repose sur le volontariat, eh bien, la mise à disposition d'un outil, un guide méthodologique avec des outils mis à disposition auprès des collectivités territoriales, mais qui peut également faire l'objet d'une appropriation par les acteurs économiques. C'est quelque chose sur laquelle nous allons travailler. Alors les objectifs, je vous le disais, ils sont doubles. Le premier, c'est une forme de montée en compétences et de mise en relation de l'écosystème, de toutes celles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernés par la logistique urbaine durable. On a parlé de pluralité des acteurs, mais les acteurs sont pluriels à l'échelon du territoire urbain, mais ils peuvent l'être à d'autres échelles, régionales, voire même nationales, quand on est dans le cadre de politiques sectorielles portées par une organisation professionnelle dont les adhérents sont très, très impactés par les politiques de logistique urbaine locale. Montée en puissance, mise en relation, mais également, comme je vous le disais, déploiement dans les territoires. Notre cœur de cible, ce sont 250 EPCI. La plus petite représente près de 43-44 000 habitants, ce qui veut dire que ces 257 qui inclut les territoires d'outre-mer, représente l'essentiel de la trame urbaine en France. Et donc, c'est notre cœur de cible. Et dans ce cœur de cible, l'objectif que nous avons à atteindre, puisque nous avons jusqu'à fin 2022 pour y parvenir, eh bien, et que nous avons démarré en 2020, mais avec un petit retard, comme souvent dans ce type de programme, eh bien, nous devons aboutir au fait de déclencher l'élaboration de chartes logistiques urbaines durables dans 50 EPCI. Et dans ces 50 EPCI, il y a une ventilation par taille. On y retrouve les métropoles pour 15 d'entre elles. Ensuite, on en retrouve pour 25 d'entre elles les plus de 100 000. Et ensuite, le solde en dessous des 100 000 habitants. Alors, tout d'abord, mise à disposition, partage d'outils communs à destination des acteurs économiques. Il faut savoir que le CEREMA, représenté par Hélène, qui malheureusement n'est pas parmi nous aujourd'hui, fait exactement la même chose vis-à-vis des collectivités territoriales. 3 leviers. Le premier, c'est l'expérimentation, le développement d'outils numériques. Après avoir été sur le terrain, après avoir consulté, concerté, car nous avons rencontré de façon systématique toutes les organisations professionnelles au niveau national, leurs représentants dans les territoires, les associations locales, on est arrivé à la conclusion, fort des expressions, des besoins qui ont pu se manifester, qu'il fallait commencer par un outil pour accompagner, aider, informer les entreprises sur la mise en place de ZFE. Et que partant de là, nous pourrions travailler ensuite sur les arrêtés de circulation et qu'on tirait le fil jusqu'à la question du verdissement des flottes, mais du verdissement des flottes dans un contexte urbain. Ce sont des outils que nous allons développer, expérimenter dans des EPCI qui ont accepté de bien vouloir se prêter à l'exercice, en espérant que l'on pourra ensuite faciliter la diffusion sur l'ensemble du territoire. Le deuxième outil commun, partageable et partagé, c'est l'émergence, structurer l'accessibilité des bonnes pratiques des EPCI, mais bonnes pratiques également des acteurs économiques. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui à participer à ces webinaires, du côté entreprise, voire organisation professionnelle, association. Je vous invite à nous solliciter pour qu'on puisse faire représenter ces bonnes pratiques dans notre espace, un espace qui permettra d'inspirer les autres, puisque l'un des enjeux, c'est bien la diffusion des bonnes pratiques. Et puis la troisième chose, ce sont les compétences liées purement, strictement à la notion de logistique urbaine durable sur 4 fonctions: conduite, exploitation, gestionnaire de flotte. Et puis ce qu'on appelle le référent de la charte logistique urbaine, c'est quelqu'un, peu importe où il se trouve, qui doit être en mesure de maîtriser ce que recouvre une charte de logistique urbaine durable et tous les leviers, parmi lesquels un levier qui n'est pas facile à appréhender, qui concerne celui du foncier. C'est important lorsque l'on veut, par exemple, modifier la localisation de ces entrepôts ou plateformes. Eh bien, il y a tout un tas de documents d'urbanisme en particulier à maîtriser, ou des documents de planification qui vont permettre d'anticiper les mesures qui vont être prises par la collectivité. À côté, de façon conjuguée à cette mise à disposition, ce développement d'outils qui se partagent, qui se font avec les acteurs économiques, leurs représentants, eh bien, il y a le déploiement dans les territoires. Alors, le déploiement, il se fait de façon très simple. 250 EPCI, ça veut dire prendre rendez-vous, contacter les 250 EPCI, c'est le travail du CEREMA,
pour rencontrer la collectivité avec plusieurs interlocuteurs, très souvent ceux qui s'occupent de la mobilité, parfois quand il y a un référent logistique urbaine, également ceux en charge du développement économique. Nous les accompagnons, nous, représentants des acteurs économiques, pour voir, donc, pour présenter le programme Interlude, pour parler des enjeux de la logistique urbaine et voir dans quelle mesure il serait susceptible de se lancer aujourd'hui ou demain dans une démarche d'élaboration d'une charte de logistique urbaine durable, sachant que nous disposons d'un levier puisqu'il peut y avoir une aide qui peut être apportée par le programme, par l'intermédiaire du CEREMA, au profit de la collectivité qui s'engage, une aide sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur, par exemple, le recrutement d'un chargé de mission qui serait complètement dédié à la mise en place et à l'élaboration de cette charte de logistique urbaine. Donc, vous le voyez, nous avons commencé par identifier les territoires pour voir comment ils fonctionnent, quels sont les acteurs, qu'est-ce qui a été fait, pour ensuite aller à la rencontre, c'est prendre son bâton de pèlerin. 180 sur 257 EPCI ont été contactés. 88 ont fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens avec une analyse du niveau de maturité du point de vue de la logistique urbaine à l'échelon de l'EPCI. Nous en avons 60 qui sont en train de réfléchir sur est-ce qu'ils s'engagent ou pas. Et nous sommes en train de négocier 13 conventions qui vont permettre de déboucher sur l'élaboration d'une charte de logistique urbaine. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a des métropoles, mais il y a aussi des EPCI de plus de 100 000 habitants et de moins de 100 000 habitants. C'est un point qui a été relevé par Thomas dans la présentation des bonnes pratiques. Alors, une fois que cet échange a eu lieu, une fois que cette rencontre a eu lieu, il y a 3 cas de figure. Le premier, personne n'est intéressé. Les acteurs économiques, leurs représentants et le PCI, eh bien, nous passons à un autre territoire. Parfois, on peut avoir affaire à des cas de figure où les acteurs économiques qu'on a rencontrés sont très intéressés, souhaiteraient qu'il y ait une démarche qui se lance, mais le PCI, finalement, est un peu plus réticente. Eh bien, quelque part, on peut travailler avec les acteurs économiques, préparer l'avenir, prendre des rendez-vous pour la suite, puisque l'idée, c'est que par-delà ce programme, on enclenche une dynamique qui se poursuivra. Et puis, troisième cas de figure, c'est l'idéal. Eh bien, le PCI souhaite s'engager dans l'élaboration d'une charte de logistique urbaine. À ce moment-là, c'est la négociation d'une convention. Il y a tout un accompagnement que Logistique Low Carbone propose auprès des acteurs économiques. Dans cet accompagnement, plusieurs choses que nous allons faire. Tout d'abord, en relation avec le PCI, être certain que tous les secteurs d'activité sont bien représentés. Trop souvent, on constate que dans certaines démarches, très souvent ponctuelles, pas pérennes, et c'est ça un petit peu tout l'intérêt de cette charte, eh bien qu'il manque des secteurs d'activité. Les artisans ne sont pas toujours bien perçus comme étant un acteur qui va transporter du fret. On oublie la gestion des déchets, le BTP. Parfois, il y a des confusions sur comment on identifie les secteurs. Première chose, donc, être certain que tout le monde est là. Être certain, deuxième chose, que tout le monde est représentatif. Si je m'engage dans une démarche aussi organisée, structurée, eh bien, il faut faire en sorte que celui qui représente le secteur est bien légitime, qu'il a un mandat. Sinon, quand il y a un engagement volontaire qui est signé avec le PCI, s'il ne fait que s'engager lui-même, quid de tous les autres qui font partie du même secteur d'activité? Tour de table exhaustif, représentativité, et puis ensuite, deuxième travail préalable très important, comment comptez-vous faire participer les acteurs économiques à cette concertation? Et c'est là où nous essayons de montrer les bons exemples, les bonnes pratiques, de faire en sorte qu'il y a une organisation digne de ce nom qui va permettre aux acteurs économiques et à leurs représentants d'être totalement partie prenante. Ça veut donc dire un calendrier. Et puis, troisième chantier, quelles sont les thématiques qui vont être traitées, celles qui sont portées par la collectivité, mais celles qui peuvent être portées par les acteurs économiques. Et tout notre rôle, c'est indépendamment de cette négociation pour mettre en place le dispositif de concertation avec la collectivité, c'est de travailler avec les acteurs économiques pour organiser, préparer cette interaction entre les acteurs économiques eux-mêmes qui sont invités à se rencontrer, à s'organiser en amont, en aval, et puis la démarche de concertation jusqu'à l'élaboration de la charte. Nous avons la possibilité d'avoir recours à des ateliers, des groupes de travail, et puis des rencontres mixtes entre la collectivité et les acteurs économiques. Et c'est ainsi que l'on peut progressivement bâtir ce projet qui permettrait, car c'est tout le sens, toute l'importance de ces chartes de logistique urbaine,
prendre en compte le point de vue des acteurs économiques, co-construire un plan d'action qui permettra d'apporter des réponses collectives, partagées, et d'une certaine manière éviter les réponses parcellaires, éviter les réponses ponctuelles, et puis peut-être donner de la visibilité dans les réformes qui sont entreprises. Beaucoup de gens que nous rencontrons évoquent la question du verdissement des flottes, bien évidemment, des ZFE ou des conditions de livraison. Tous disent quelque part, nous savons qu'il y a bien ce chantier de la transition écologique, de la transition énergétique, mais on aimerait deux choses, ou trois. La première, être écouté, parce qu'on a peut-être des propositions concrètes qui peuvent améliorer, optimiser. La deuxième, c'est avoir de la visibilité, pouvoir inscrire les choses dans la durée, prendre en compte une réalité, un existant, et ensuite l'organiser. Et puis, la troisième chose, c'est bien évidemment évaluer tout ce qui est décidé et pérenniser la concertation. Trop souvent, ce que nous observons dans les territoires, c'est qu'il y a des consultations provisoires, temporaires, et puis ensuite, on passe à autre chose. Voilà un petit peu le chantier. Et pour pouvoir être au plus près de ces EPCI, de ces 250 EPCI, de ces 182 que nous avons, avec lesquels nous avons pris contact, de ces 88 que nous avons rencontrés, et puis ces 60 qui sont en train de se demander ce qu'ils vont faire, de ces 13 qui vont se lancer dans la démarche, eh bien, nous avons des référents territoriaux. Vous les avez avec leurs coordonnées, leurs noms, et puis par territoire. Et de façon complémentaire, nous organisons des séminaires plutôt à destination des EPCI pour les entraîner dans la démarche, pour partager les bonnes pratiques, séminaires nationaux, séminaires régionaux, séminaires infrarégionaux, mais également des séminaires à destination des acteurs économiques, pour et par les acteurs économiques, sur des sujets aussi concrets que la question de verdissement des flottes, que la question des applicatifs, que la question des compétences, et auprès de tous les secteurs d'activité concernés par le dernier kilomètre, sans exclusion. Donc voici un petit peu ces contacts, et je vous invite à prendre ces coordonnées, vous allez recevoir les PowerPoint, et à les contacter pour que vous puissiez ensuite être impliqués dans les démarches d'élaboration de ces chartes logistiques urbaines qui vont progressivement se lancer et qui, je l'espère, grâce à votre concours, grâce à des alliances entre les acteurs des différents secteurs, permettre d'élaborer une sorte, peut-être pas de modèle, mais de politique de logistique urbaine durable qui prend en compte les réalités locales, mais en même temps suffisamment homogène pour éviter l'hétérogénéité, pour éviter le fait de prendre des mesures dans un joyeux désordre, un joyeux chaos. Voilà, en tous les cas, ce que recouvre le programme Interlude. Le programme Interlude, c'est vous et c'est nous pour y parvenir. Donc voilà, je compte sur vos contacts, votre soutien, nos échanges pour poursuivre notre travail de déploiement et de prise de rendez-vous avec les collectivités locales et avec vous pour mener à bien ce programme. Merci beaucoup. Merci Jean-André. Alors on a un petit peu débordé, mais rapidement, on va passer aux questions. Un petit rappel sur nos prochains événements et webinaires du programme, donc le mardi 8 juin, sur comment concilier transport routier et qualité de l'air, et le 1er juillet sur le transport ferroviaire. Donc, on remercie évidemment les entreprises, le Club Déméter et la ville de Cannes, la ville de Cannes pour leur retour d'expérience, et bien sûr les intervenants. Donc, vous avez les contacts. Hein, si vous avez des questions, vous avez les adresses mail qui sont sur le PowerPoint. Donc, on va maintenant prendre vos questions. Alors, on a eu pas mal de questions auxquelles nous avons répondu par écrit. Alors, du coup, alors Marie, peut-être que vous avez pu en prendre connaissance, Jean-André, peut-être pas parce que vous venez juste de quitter la scène. Mais il y en a peut-être deux, je me dis, sur lesquels vous avez certainement, vous deux, un regard intéressant. Il y a une question sur quelles bonnes pratiques observez-vous en matière de logistique des chantiers? Est-ce que c'est peut-être, Jean-André, sur ce sujet, peut-être que vous avez déjà des éléments à nous partager. La question dit aussi les initiatives portées à Lyon-Pardieu avec le système de régulation Réguli, Bordeaux-Euratlantique avec la plateforme Noé, PMA avec les moyens logistiques communs pour la ZAC de Saint-Vincent-de-Paul en font-ils partie? Voilà. Est-ce que sur ce thème de la logistique des chantiers, vous avez déjà, dans le cadre peut-être du programme, identifié des pratiques en particulier
auxquelles Alors, vous trois pensez là? choses. La première, dans beaucoup de PCI que nous rencontrons, il y a une prise de conscience de l'importance de la logistique des chantiers, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, ce que nous préconisons, ce que nous mettons en avant quand nous les rencontrons, c'est de faire en sorte que les acteurs du secteur, qui représentent notamment le BTP, puissent être totalement partie prenante de ces démarches de logistique urbaine durable. Et la deuxième chose, c'est que ces initiatives, on les a effectivement repérées. Ce sont des initiatives qui vont nous servir, puisque quand nous intervenons dans ces territoires, nous faisons en sorte de mettre en évidence des pratiques qui peuvent inspirer les autres PCI, mais pas seulement les acteurs économiques. Et c'est notamment tout le travail qui est effectué par le CEREMA, puisque je rappelle que peut-être un point important, le CEREMA est en train de développer des outils de formation auprès des fonctionnaires des collectivités territoriales. Nous avons l'impression, parce qu'il y a quelques EPCI qui sont très positionnés sur la question de logistique urbaine, que tout le monde a une politique de logistique urbaine au sens où nous l'entendons. Il s'avère que dans beaucoup de territoires urbains, nous en sommes qu'au début, que dans les prémices. Et ils sont demandeurs de partage des bonnes pratiques. C'est la raison pour laquelle, dès lors que vous avez, alors celles-là on les avait repérées, en tous les cas 2 d'entre elles, pas toutes, mais dès lors que vous avez une bonne pratique à mettre en avant, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on fera en sorte de le mettre sur cet espace, partagé aussi bien par les EPCI que par les opérateurs économiques. Mais nous, c'est effectivement un sujet sur lequel nous rappelons souvent aux EPCI qu'il y a quelque chose à faire, surtout quand il y a des chantiers importants. Merci en tous les cas pour la recommandation et la proposition. Merci pour votre réponse. Et puis, je vois aussi une question qui portait sur le coût social qui peut être associé aux différentes solutions de logistique dernier kilomètre. Une personne qui nous demande, alors je vais reprendre le début de la question tel qu'il était formulé. Oui, et qui nous précisait que dans notre webinaire, on n'a pas parlé du bilan social de toutes ces solutions. Et nous poser la question, est-ce qu'on est capable d'évaluer le bilan social qui est, par exemple, qui pourrait être associé à des scénarios où on vient justement livrer la nuit, donc travailler de nuit, ou bien livrer en vélo porteur. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de vélo cargo aujourd'hui, mais voilà, est-ce que, voilà, sur ce thème-là de l'impact social, est-ce que vous souhaitez, Marie ou Jean-André, vous exprimer? Alors, Marie, vas-y. Dans la boîte à outils Interlude, il y a tout un volet fiche action où par type d'action, on met tous les indicateurs d'impact que l'on a été en mesure de compiler. On n'a pas forcément à chaque fois une politique d'évaluation ex post, surtout en France, qui est très forte. Donc effectivement, je suis pas certaine, on va faire le travail quand même de regarder si on a des éléments, mais de mémoire, j'ai pas forcément des chiffres comme ça en tête, mais une fois de plus, on va rebalayer les fiches. Et dans le cadre du programme Interlude, ces fiches seront régulièrement mises à jour, donc on va se noter effectivement peut-être de faire une veille un peu plus précise sur ce côté impact sociaux. Alors peut-être un complément, la question sociale se situe à une échelle qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui peut être appréhendée d'une certaine manière en rendant la logistique urbaine plus efficace, notamment sur les conditions de livraison. On peut avoir un impact très positif sur les conditions de travail. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur la question des compétences. L'idée que si on appréhende les compétences spécifiques liées à la logistique urbaine, donc ce n'est plus la question pure de conduite, éco-conduite, mais prendre en compte tout ce qu'on appelle les invariants urbains, on peut peut-être contribuer à, là aussi, améliorer les conditions de travail. Et puis, derrière les conditions sociales, il y a la régulation. Je crois que c'est un sujet qui a été soulevé pour Cannes. Il est extrêmement important qu'il y ait un contrôle qui soit exercé pour que les conditions de réalisation de ces opérations de logistique urbaine, enfin, des opérations de transport, se fassent dans de bonnes conditions. Et il y a 2 régulations, la régulation sur l'exécution et la régulation aussi sur les concurrences déloyales entre acteurs économiques. Donc, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut travailler et qui peuvent concourir à améliorer les conditions sociales, en tous les cas pour partie.
Merci beaucoup. Et du coup, on est un peu au bout du timing qu'on avait prévu pour ce webinaire. Ce que je propose, c'est peut-être de vous remercier tous pour votre présence. On a les questions pour lesquelles on n'a pas pu répondre là en direct. On essaye vraiment de limiter la durée des webinaires à 1 heure. Eh bien, on vous fera une réponse par écrit. On a l'habitude de le faire. Et on avait une autre diapo après, non, Antoine? J'ai un doute. Ah bah oui, je peux le passer, tu me diras. Et voilà. Ouais. Donc, c'était simplement merci à tous pour votre présence. Bon après-midi et puis à bientôt sur nos prochains webinaires. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. À très bientôt. À très bientôt.